comprends pas, il y a marqué distribuer lu. Mais pourquoi il me répond pas? Ça peut peut-être attendre. Bonsoir. Alors afin qu'on fasse plus ample connaissance, j'aimerais savoir déjà, tiens, parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui, comme moi, bricolent leur téléphone portable? Non? Un petit peu? Non? C'est quoi bricoler? Alors bah quand il y a un écran cassé, quand... non? Bon, parce que moi, en fait, oui, je le fais assez régulièrement parce que nous, on est une famille de 5 personnes. Donc ça fait 5 téléphones portables. 5 téléphones portables qui potentiellement peuvent tomber en panne et 5 téléphones portables qui immanquablement tombent en panne. Alors dans ces cas-là, moi j'ai été bombardé spécialiste de la réparation des portables. Alors sur Internet, il y a plein de tutos, c'est assez facile, hein, il n'y a pas besoin d'être très très fort. D'ailleurs, c'est devenu un petit phénomène de société, on appelle ça le do-it-yourself, donc le faites-le vous-même. Alors, mon tournevis et moi, on traduit ça plutôt par démerde-toi tout seul. Et vous allez voir que cette notion de se démerder tout seul avec son téléphone portable va pas mal nous suivre durant cette conférence. Alors, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait commencé, je vous dirai vraiment quand est-ce que ça commence. Ma précédente conférence était sur l'écologie politique. Alors, on va quand même dire 2 mots sur l'écologie en ce qui concerne le téléphone portable, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire. En moyenne, en France, un utilisateur va changer de téléphone à peu près tous les 1 an et demi. Ce qui veut dire que sur 5 appareils qui vont être mis sur le marché, eh bien, il y en a 4 qui vont finir en décharge ou dans des incinérateurs parce qu'il y en a seulement un seul qui va être recyclé. En plus, c'est nos ordinateurs, nos tablettes, en fait, pour qu'elles puissent marcher de manière optimale, eh bien, nécessitent beaucoup d'électricité parce qu'il faut des data centers, il faut tout un tas d'infrastructures électriques et on estime que en moyenne, par an, eh bien, toutes ces données, toutes ces informations, eh bien, ça consomme à peu près 10% de l'électricité nationale, donc c'est quand même pas rien. En plus, pour que nous ayons de magnifiques tablettes, ordinateurs, téléphones portables, eh bien, il faut malheureusement que des enfants en République démocratique du Congo aillent dans des boyaux tout petits pour récupérer du coltan, minerai indispensable pour qu'on puisse fabriquer des téléphones et des tablettes. Alors avant de vous précipiter sur le dernier iPhone 14, eh bien, préférez peut-être acheter un téléphone d'occasion ou mieux encore, le réparer. Et donc là, on va véritablement rentrer dans le début de cette conférence. Parce que ma première prise de conscience, en fait, va être liée à une réparation ratée de mon ancien téléphone portable. Tout ça parce que j'ai encore voulu mettre le nez une énième fois dans les affaires d'Apple. Bah, j'aurais pas dû. Alors, l'ancienne panne de mon téléphone était que quand je le mettais à charger, il ne chargeait plus parce que la connectique de charge était défaillante. Bon, alors j'ai commandé la petite pièce sur Internet, j'ai fait la réparation, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce n'était pas la connectique en elle-même qui était endommagée, mais c'était la broche sur la carte mère qui était foutue. Et dans ces cas-là, c'est imparable, c'est totalement irréparable, donc j'ai dû mettre mon téléphone à la poubelle. Alors, si je suis là devant vous ce soir, c'est pas pour me lamenter sur une réparation ratée, mais plutôt pour vous partager ma réaction. Ma première réaction va être, il faut absolument que je m'achète un nouveau téléphone portable. Mais exactement au même moment, j'ai une petite lumière rouge dans le coin gauche de mon cerveau qui dit, je n'ai absolument plus du tout envie d'avoir un téléphone portable. Étonnant, non ? Alors, j'ai essayé de réfléchir pourquoi je n'avais plus envie d'avoir de téléphone portable. Eh bien, je crois que je souffre de ce que les spécialistes appellent l'infobésité. Alors, l'infobésité, ce n'est pas une surcharge pondérale au niveau du bidou, mais plutôt au niveau du cerveau. C'est-à-dire que ça se traduit par des montagnes de notifications, de SMS, de mails que je reçois à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et je crois que ça me fatigue beaucoup. Donc j'en ai vraiment marre de recevoir toutes ces informations. Mon travail même
est conditionné par ma capacité à répondre ou pas au téléphone, parce que je suis musicien. Donc en fait, si je ne décroche pas mon téléphone instantanément, eh bien, je les contrains me passent sous le nez. Donc c'est pour ça que j'ai racheté un téléphone sur le bon coin, cassé, réparé par mes bons soins. Et vous voyez, des fois, ça marche, le démerde-toi tout seul, hein. Faut pas désespérer. Ouais, ça marche, mais ça ne me réjouit pas. Ça ne me réjouit pas de voir m'émoufler H24, le nez penché sur leur écran de téléphone portable. Ça ne réjouit pas ma compagne Delphine lorsque on est en train de manger tous ensemble. Il y a un de nos enfants qui se lève de manière intempestive pour aller regarder Pronote ou répondre à je ne sais quelle notification qu'il faut absolument faire tout de suite maintenant, alors qu'on devrait être tranquille en famille. Là, je parlais de Delphine, souvent elle nous propose d'aller en forêt. Mais la forêt, pour mes gamins, c'est juste bon en fond d'écran. Hein. Ouais, d'ailleurs, pour être parfaitement honnête, je dois dire que depuis que j'ai un téléphone portable, la forêt, ça m'intéresse plus beaucoup non plus. Bon, on peut dire que pour 4/5 de notre famille, on a un peu tourné le dos à la forêt. Alors c'est marrant parce que par analogie, ça me ramène à Cap-Saran. Vous connaissez Cap-Saran? Ouais, alors Cap-Saran, c'est un immense centre commercial au nord d'Orléans. 30 000 mètres carrés de parking, entouré à 360 degrés par des magasins. Ce qui fait que quand vous êtes au milieu de Cap-Saran, enfin je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, ou que vous portiez votre regard, eh bien, vous ne pouvez rien voir puisque en fait, votre regard est toujours obstrué par un magasin. Alors moi, ce Cap-Saran, moi j'appelle ça plutôt un tueur d'horizon. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas apercevoir la forêt d'Orléans qui est juste derrière. Alors Nietzsche dit la joie, c'est l'expression de l'augmentation de notre pouvoir d'agir. On va la refaire parce que j'aime bien celle-là. Nietzsche dit la vraie joie, c'est-à-dire pas le petit plaisir, pas le fait de s'acheter un téléphone, en fait dépend de l'augmentation de notre pouvoir d'agir, c'est-à-dire en fait de la manière dont on va pouvoir agir pour nous-mêmes et sur l'environnement. Alors moi, il y a une première question que j'aimerais poser, c'est où est l'augmentation de notre pouvoir d'agir quand on est bloqué H24 derrière nos écrans de téléphone portable ou au milieu de Cap-Saran? Bon, allez, je ramasserai les copies en fin de conférence, ça fera un peu un bon sujet de bac, là, c'est un peu d'actualité en ce moment. Bon, mais non, plus sérieusement, franchement, moi j'en parle régulièrement avec d'autres parents, mais on raconte tous la même chose. Je veux dire, on s'en sort pas avec les portables. Essayer de bien faire grandir ses enfants en 2023, ça consiste essentiellement à faire le flic des portables. C'est purement insupportable, qu'à de le dire. Mais en même temps, quand je vous dis ça, j'ai l'impression que c'est aussi un problème qui est plus grand que nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose où on n'a pas vraiment de prise dessus. C'est comme si petits, grands, jeunes, vieux, on avait tous été balancés dans un grand bain numérique sans jamais avoir pris la moindre leçon de natation. Alors ça n'aurait pas du tout plu à Monsieur Guiraud. Monsieur Guiraud, c'est le maître nageur de la piscine de Servian, dans le sud de la France, où j'ai appris à nager. Alors, pour vous faire une image un peu précise de Monsieur Guiraud, il faut vous imaginer une armoire à glace d'1,90 m, alors taillée en V comme ça, plantée dans des tongs, avec un slip moule boule, des Ray-Ban et la clope au bec. Un personnage, Monsieur Guiraud. Alors, j'aime autant vous dire que quand tu as 10 ans, tu es un petit peu bouboule et qu'il y a un Monsieur Guiraud qui s'intéresse à toi, tu as tout de suite envie de l'écouter et de lui faire plaisir. Alors, il y a un truc qui m'a étonné lors de ma première leçon de natation. Moi, je pensais que Monsieur Guiraud allait m'apprendre les rudiments de la brasse. Bah, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Guiraud? Il est descendu de son perchoir et il est venu avec moi dans le petit bassin. Eh, bonjour, Pichou, comment tu t'appelles? Vincent. Eh oui, c'est bien Vincent. Bon, alors, le plus important dans la natation, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est la respiration. Il faut que tu respires. Alors, comment ça se passe, la respiration dans la natation? C'est très simple. D'abord, tu prends l'air dans tes poumons, tu inspires, après tu bloques les poumons, tu mets la tête sous l'eau et tu souffles. Ok? T'as compris? Eh bien, allez, on fait les travaux pratiques. Alors là, Monsieur Guiraud me prend par les mains comme ça.
Alors bah, j'étais tellement content après cette première leçon de natation que j'ai passé tout mon temps à regonfler le petit bassin de la piscine de Servion avec mes poumons. Alors là, pour moi, Monsieur Guiraud, c'est un genre de Nietzsche en slip moule boule. Hein, je veux dire. D'ailleurs, attendez, il faut que je vous montre, j'ai un super t-shirt. Ça va? Il est beau. Hein, ouais, je vais mettre ça là. Alors, c'est sûr que l'augmentation du pouvoir d'agir, la joie, là, je l'avais vraiment ressenti. Mais parfois, on peut pas augmenter notre pouvoir d'agir et parfois on subit. Et ça me ramène à Cap Saran. Cap Saran, alors il y a un truc auquel j'avais jamais prêté attention, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous mettez de l'essence maintenant dans votre voiture, ils n'ont rien trouvé de mieux que de vous mettre des vidéos sur les pompes à essence. Ouais. Alors, en fait, bah, moi, j'avais jamais fait gaffe. Bah, oui, pour nous vanter, je ne sais quel magasin, voilà. Alors, mais moi, j'avais jamais fait attention à ça. Mais en fait, moi, quand je mets de l'essence, en général, c'est un moment où je coupe mon cerveau. Je pense à rien. Ou alors, je regarde les gens autour de moi. Ou même, des fois, je réfléchis à des trucs bizarres. Je me dis, tiens, je ferais peut-être mieux de moins prendre ma voiture. Ou le gouvernement, il pourrait baisser les taxes. Enfin, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout un moment où j'ai envie qu'on me blaste des images sur l'écran de ma pompe à essence. Alors, pourquoi ça me dérange quand je mets de l'essence et dès que je vais avoir un moment de libre, je vais me jeter sur mon téléphone portable pour voir si j'ai pas une notification ou un SMS. Ah bah, eh, le téléphone portable, c'est pas pareil. C'est moi qui décide. Démarrer VoiceOver. En moyenne, nous recevons plus de 200 fois par jour des alertes et des notifications sur nos portables. À chaque notification, notre cerveau il dit bravo, oh oui encore, bravo, miam miam encore parce que chaque notification et chaque alerte est assimilée à un événement positif par notre cerveau. Derrière chaque notification miam c'est la dopamine, hormone du plaisir, et de la récompense qui prend les commandes sur notre cerveau et nous rend totalement accro. Plus de 200 fois par jour la dopamine court-circuite notre intelligence pour nous soumettre à nos pulsions, jusqu'à l'indigestion. Chaque minute, miam chaque heure miam miam, jour un peu plus encore et encore, point de suspension, miam miam miam. Couper VoiceOver. Bah oui. Cette dopamine là, c'est l'hormone de la récompense. Alors, en fait, ça marche dans les années 50. Je crois que c'est un docteur qui s'appelait Skinner qui a fait des tests en fait avec un pigeon. Il mettait un pigeon dans une pièce et il lui a appris qu'à chaque fois qu'il donnait un coup de bec sur un bouton, il y a une petite friandise qui tombait. Alors au début, le pigeon, il met son petit coup de bec, tac, il y a une petite friandise et il est content. Sauf qu'au bout d'un moment, l'affaire se corse parce que il y a des fois, quand le pigeon met un coup de bec sur le bouton poussoir, il n'y a rien qui tombe. Ou des fois, il y a 5 trucs qui tombent. En fait, le pigeon devient complètement fou et au bout d'un moment, il n'arrête pas de manière compulsive à mettre des coups de bec. Bah, c'est un petit peu le même problème avec nos téléphones portables. Parce qu'en moyenne, on reçoit à peu près 200 notifications par jour. Ce qui fait que bien, on se précipite à longueur de temps parce qu'à chaque fois qu'on reçoit cette notification, c'est comme un petit bonbon pour notre cerveau, un petit bonbon sucré. Alors si je mange 200 chamallows, je vais être malade, mais le cerveau, lui, à chaque fois, quand c'est des petits SMS, lui, il avale. Le problème, c'est que malheureusement, tous ces petits moments de rien qu'on avait avant, c'est-à-dire ces moments où il ne se passait pas grand-chose, où on pouvait réfléchir, où on pouvait imaginer, parler ensemble, eh bien tous ces moments maintenant sont véritablement colonisés par nos téléphones portables. C'est ce qui fait que plus personne se parle dans les transports en commun et que quand vous avez besoin de quelque chose, vous demandez à quelqu'un, vous avez l'impression de le déranger parce qu'il est le nez sur son portable. Véritablement, nos écrans nous divertissent. Alors divertir, c'est détourner quelqu'un de quelque chose. Alors de quoi nous divertissent nos écrans de téléphone portable? On va essayer de répondre à cette question. Moi, je me dis quand même qu'à 55 ans, j'ai plus vraiment besoin d'un petit doudou électronique qui entretient ma servitude volontaire. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça c'est parce que t'es vieux, tes gamins, ils voient pas du tout les choses comme ça. Vous auriez raison, parce que effectivement, mes gamins
ne voient pas du tout les choses comme ça. Mais il y a un truc qui nous unit, mes enfants et moi, c'est notre vieux cerveau embarqué dans notre boîte crânienne. Et ce cerveau-là, malheureusement, notamment pour les très jeunes, il n'est pas du tout fait pour être matraqué à longueur de temps par des images, des informations. Et c'est très mauvais pour les très jeunes enfants. Et ça, je vais m'en apercevoir le 30 janvier 2020, puisque, je vous ai dit, je suis musicien. Et très régulièrement, je vais dans les écoles primaires pour créer des chansons avec un copain auteur. Et donc là, je suis un peu ému parce que ce jour-là, je vais retourner dans l'école où moi-même j'ai été enfant en CM1 dans cette classe-là. Donc je suis assez ému. Les salles n'ont pas tellement changé. Alors évidemment, les maîtresses, c'est plus les mêmes, hein. Mais surtout, ce que je vais m'apercevoir, c'est que les enfants, eux aussi, ont bien changé. Eux, ils ont bien changé. Et pourquoi? Parce qu'il est 8h30 du matin, et là, on sent que l'ambiance est électrique dans la classe. Il y a des gamins qui se lèvent de manière totalement intempestive. Et donc, avec Patrick, la personne avec qui je fais ces interventions dans les écoles, la maîtresse nous a dit, j'ai choisi le Japon. Donc, nous, l'idée, c'est d'interroger les enfants sur des sujets sur le Japon qui pourraient éventuellement aboutir à des chansons. Alors, on va commencer à poser des questions, et là, on va se heurter à un mur. Enfin, plus exactement, on n'arrive pas du tout à rentrer en communication avec les enfants. Il y a un gamin qui se lève de manière totalement intempestive, et on n'arrive pas du tout à canaliser. Donc, on va sortir les avirons pendant un bon gros moment, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on entende des sushis. Ah, alors là, on se dit, des sushis, Japon, c'est pas mal. Oui, parce que la mère de Rihanna, elle bosse à Sushi Shop. Alors, je ne juge pas les enfants, hein. Je veux dire, peut-être que le Japon, pour des gamins de CM1, c'est peut-être un petit peu difficile, mais quand même, je trouve que c'est un peu maigre comme matière pour travailler, et donc on va ramer comme ça jusqu'à la récré de 10 heures. Donc en fait, on va ramer pendant 1h30. Heureusement, bon, les mouflés vont aller courir un peu, se dégourdir les jambes, et donc nous, on se retrouve dans la salle des maîtres pour boire un café. Et donc, moi, j'ai été un petit peu déstabilisé par cette expérience avec les enfants, donc j'interroge les maîtresses. Et les maîtresses nous disent, oui, oui, non, mais les gamins sont de plus en plus, on a de plus en plus de mal à capter leur attention, ils ne sont pas attentifs, on a du mal à faire passer les apprentissages. À un moment donné, il y a une maîtresse de petite section qui me dit, moi, cette année, j'ai une petite élève qui prenait le livre et qui essayait de tourner les pages en faisant glisser son doigt sur les feuilles. Et là, je me dis, manifestement, on a un problème. Donc, en général, quand je tombe sur un truc comme ça, je fais des recherches sur Internet et je vais très vite tomber sur le travail de Michel Desmurger. Michel Desmurger, c'est un spécialiste des apprentissages du cerveau, et il travaille à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et c'est pas un rigolo, c'est un mec très sérieux. Et que dit Michel Desmurger? En fait, il dit les apprentissages, en fait, se font d'humain à humain. C'est-à-dire que la croyance que, par exemple, nos gamins développeraient une nouvelle intelligence via les ordinateurs, alors ça, c'est de la grosse bêtise, hein. C'est-à-dire que, d'après lui, ça marche pas du tout. Au contraire, puisque les apprentissages se font de personne à personne, quand, par exemple, une maman a son bébé dans une poussette et regarde son téléphone portable, ça c'est très très mauvais, par exemple, pour l'enfant, parce qu'en fait, lui, il a besoin d'apprendre, mais en fait, ça coupe le contact, et donc, du coup, ça génère des retards. Donc, qui dit retard d'apprentissage, quand vous allez arriver à l'école, vous allez avoir du mal à commencer à rentrer dans les apprentissages, donc vous allez prendre du retard scolaire. Et puis, vous allez moins vous dépenser, vous allez passer plus de temps assis sur votre canapé, donc vous allez connaître des problèmes de sommeil, des problèmes d'obésité, dépression, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est véritablement un problème de santé publique. Et c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu Irène Frachon avec le Mediator. Là, on a un spécialiste qui nous dit « Attention, chez les très jeunes enfants, c'est très nocif, et la réponse collective est pour le moins évasive, voire... alors là, on commence à en entendre un petit peu parler, mais c'est pas foufou, quoi. C'est un peu comme si, collectivement, on avait tous de la baie sur les lunettes.
Alors ça me ramène à la natation. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas faire de la natation sans mettre des lunettes, hein, parce que sinon, vous avez les yeux complètement rouges. Alors, au début, ça se passe bien, vous mettez vos lunettes, vous faites un ou deux allers-retours, mais très très vite, il y a un phénomène qui se passe, c'est que vous avez de la buée qui se forme sur les verres. Alors, vous connaissez le truc imparable pour éviter. Voilà, il faut cracher dessus. Exactement. Bon, alors surtout, par contre, ne crachez pas sur vos téléphones portables. Ça ne sert à rien, hein, d'accord? Bon, alors avant qu'on aille un petit peu plus loin, déjà, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que c'est un téléphone portable en 2023? C'est quoi comme objet pour vous? Un mini-ordinateur, oui. Téléphone, accessoirement, oui. Appareil photo. Un fil à la patte. Un fil à la patte, oui, on va voir pourquoi. Un assistant personnel. Oui, c'est vrai aussi. Vous êtes bon, hein. Alors, en fait, bon, je vais essayer de donner la définition qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, alors, c'est plus un téléphone, c'est un smartphone. C'est un téléphone intelligent. Comme vous disiez, monsieur, c'est un petit ordinateur, aussi puissant qu'un ordinateur de bureau, mais miniature. Donc, on trimballe H24 dans nos poches. Et quand vous parliez d'assistant, bah oui, il nous assiste puisqu'il est relié 24 heures sur 24 à Internet. Ça vous va à peu près? Ouais. Alors, historiquement, qui porte un objet électronique 24 heures sur 24 qui est obligé de porter un objet électronique? Pardon? Les gens malades. Ouais. Les prisonniers. Oui, plutôt les prisonniers, voilà, c'est ça. Hein. Quand vous êtes... Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est ça. J'allais pas citer de nom. Qui nous surveille à travers nos écrans? Bah, ça, c'est ce qu'on va essayer de, on va essayer de voir. Alors, vous allez dire, ouais, c'est un peu à charge. Alors, quand même, il faut quand même dire un truc, c'est que c'est un objet technologique complètement génial. À lui-même, il remplace plus d'une dizaine d'objets courants. Vous l'avez dit tout à l'heure, magnétophone, agenda, appareil photo, GPS, boussole, dictionnaire, calculatrice, réveil matin. Ça fait pas arrosoir, non. Ça fait pas tomber la pluie non plus. Non, ça fait pas tomber la pluie. Bon, mais alors c'est vrai que ça remplace tous ces objets-là, mais ça veut dire aussi que pour avoir accès à ces applications, je vais devoir constamment revenir à mon téléphone portable. C'est ce qui explique vraisemblablement pourquoi j'y passe en moyenne 3h15 par jour. Mes enfants, c'est plutôt 4 heures. Et Sabine, une copine qui est psychologue spécialiste des troubles pour les relations des ados avec les objets numériques, me disait il y a certains enfants, c'est 7 heures, 8 heures par jour. Et oui, et surtout depuis la pandémie, évidemment, ils ont pris l'habitude d'être beaucoup sur leurs écrans. Michel Desmurger dit en moyenne, un jeune entre 2 et 18 ans passe l'équivalent d'un temps complet salarié sur son téléphone portable, c'est-à-dire 35 heures par semaine. Mais c'est quoi tout ce temps? Mais c'est du temps volé à leur travail, à leur relation avec leurs camarades, et surtout du temps volé à leur sommeil. Nos gamins sont crevés en permanence. Enfin, je veux dire, moi je le constate, je vois, ils sont complètement explosés, et pourtant, moi, ils ont interdiction totale d'avoir leur téléphone dans leur chambre. Bon, on va essayer de se détendre un peu. Allez, qui a un téléphone portable? Ah, tout le monde. Bon. Qui sait nager? Ah, bon, c'est donc que vous avez intégré qu'il était au moins aussi important d'avoir un téléphone portable que de savoir nager. Mais dans certains cas, bien savoir nager, ça peut être très important. Et ça me ramène à une anecdote avec ma fille Luna. Nous sommes dans un grand centre aquatique. Vous savez, ces centres avec piscine à vagues, des trucs à remous partout, enfin des trucs de malade. Et il se trouve que moi, je ne suis pas avec elle parce que pour moi, ça craint pas parce qu'il y a des monsieur Guiraud partout qui surveillent.
Donc Luna s'éclate, donc moi je suis dans les tribunes, et puis à un moment donné, elle vient me voir, elle me fait Papa, papa, alors il faut dire que je l'avais vu, hein. Papa, est-ce que je peux aller dans le toboggan? Alors attention, hein, c'est pas le petit toboggan, il faut s'imaginer un toboggan de 25 mètres, hein, un truc très très grand. Donc Luna a une dizaine d'années, bon, je suis pas très chaud, mais je me dis, bon, elle sait nager, bon, allez, vas-y. Donc là, je vois ma Luna qui commence à aller prendre l'escalier du toboggan, donc elle monte, ça met un certain temps, elle arrive en haut, elle dévale le toboggan, pouf, impeccable, elle arrive en bas, nickel. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est que Luna, elle savait à peine nager. Et au lieu de se dégager en bas du toboggan, eh bien, elle fait du surplace. Et à ce moment-là, il y a un monsieur très grand qui se présente en haut du toboggan, et là, je sens qu'il va y avoir un problème. Donc la personne s'élance, et là, je vois ma Luna en bas qui fait du surplace, et là, je peux vous dire, j'ai eu la peur de ma vie. Parce que je pouvais rien faire. Heureusement, en fait, la personne va tomber juste à côté. Alors, est-ce que Luna a bougé? Est-ce qu'il l'a vu? Enfin, bon, bref. Ouf. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, enfin, moi, ce que j'ai ressenti par rapport à ça, c'est que clairement, j'ai été totalement irresponsable. J'aurais jamais dû laisser ma gamine aller toute seule dans cet immense toboggan. Alors, est-ce que j'ai été irresponsable cette fois-là? Oui, c'est clair. Est-ce que collectivement, si nos gamins passent 35 heures par semaine, on est irresponsable? Oui, je crois qu'on peut le dire aussi. Alors, un qui est tout sauf irresponsable, c'est Monsieur Guiraud. Parce que la natation, c'est du sérieux. On fait ça étape par étape, d'abord dans le petit bain, et puis après, dans le grand bain. Bon, 25, je suis content de te revoir. Alors, tu as apprécié la première leçon qui était sur la respiration, mais sache qu'en natation, il y a 4 étapes. Donc la première, c'était la respiration. Maintenant, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est ce qu'on appelle la flottaison. Parce qu'il ne peut pas y avoir une natation sans flottaison. Il faut que tu flottes, c'est très important. Après, nous aborderons l'étape 3. Parce que si tu flottes, mais que tu ne bouges pas, eh ben, tu nages pas, tu fais du surplace. Donc il faut que tu te propulses. Alors la propulsion, c'est très simple. Tu prends le bord de la piscine et tu pousses avec les pieds et là tu te propulses. Et puis, dernièrement, eh bien, nous aborderons la nage en elle-même, le crawl, la brasse, d'abord la brasse, excusez-moi, je me suis trompé, la brasse, le crawl, le dos crawlé, et puis si tu es doué, et le papillon. Mais attention, le papillon, ça c'est pas donné à tout le monde, hein. D'accord? Alors il y a un truc qui est marrant, quand vous regardez les jeunes qui apprennent à nager, bon, quand ils font du crawl, donc ils font les mouvements, ils soufflent dans l'eau, comme M. Guiraud leur a appris, et ils penchent la tête comme ça, et à ce moment-là, ils dévient légèrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc en fait, quand on apprend le crawl, en général, on a tendance à partir un peu en diagonale. C'est pour ça que dans les piscines, on a mis des belles lignes noires au fond, pour que les nageurs aillent bien droit. Alors, rassurez-vous, avec vos portables, vous n'avez aucune chance de nager de travers. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien bordés. Alors, quand vous achetez un portable, en fait, vous avez 2 entreprises qui vont bien s'occuper de vous. Premièrement, vous avez Google, avec son Android. L'Android, c'est en fait le logiciel qui sert à faire marcher votre téléphone portable, et Apple et son iOS. Donc, quand vous achetez un téléphone, vous ne pouvez pas échapper à Google et à Apple. Donc, en fait, plutôt que d'être dans un grand bain numérique hyper ouvert, on est entre 4 murs d'une toute petite piscine. Et à l'intérieur de cette toute petite piscine, vous allez retrouver des lignes d'eau. Alors, ligne d'eau numéro 1, Google. Ligne d'eau numéro 2, Apple. Ligne d'eau numéro 3, il est rétif aujourd'hui, Facebook. Ligne d'eau numéro 4, Amazon. Ligne d'eau numéro 5, Microsoft, ce qu'on appelle les GAFAM, les fameuses GAFAM. Et puis alors, dans un petit coin de la piscine, il reste moi ce que j'appelle l'espace Wikipédia. Vous savez, c'est ce qui reste un peu de l'idée d'Internet d'il y a 25 ans, c'est-à-dire de la contre-culture et du collaboratif. Mais alors c'est vraiment à la marge, hein, donc ce qui fait que quand vous utilisez votre téléphone portable, vous n'avez aucun moyen de vous planquer. Aucun moyen. C'est impossible. Vous dépendez quasiment exclusivement, en ce qui concerne votre appareil, de Google et d'Apple.
Alors quel est le moment, quand vous êtes un peu bouboule, adolescent, où vous n'allez absolument pas pouvoir vous planquer? Ah oui, la piscine. C'est la très très mauvaise nouvelle de la classe de 3e. Parce que, je vous l'ai dit, quand j'étais enfant et ado, bah, j'étais un petit peu bouboule. Et alors, je passais mon temps à mettre des grands pulls, à me planquer. Et donc là, c'est la catastrophe, puisque je viens d'apprendre que nous allons à la piscine, mes camarades et moi. Donc, je me mets dans un petit coin vraiment planqué. J'essaye de me changer vraiment très discrètement. Donc, je me retrouve en maillot de bain. Et là, il y a Romu qui arrive. Alors Romu, lui, c'est l'athlète de la classe, tablette de chocolat. Il me regarde, il me fait: dis donc, Vincent, il t'a fallu un chausse-pied pour rentrer dans ton maillot de bain? Ouais, je peux vous dire, ça fait super mal, hein. Ça fait super mal. D'ailleurs, ça fait tellement mal que depuis, je peux plus me mettre torse nu au bord de la mer et aller à la piscine. Merci Romu, hein. Mais ce que je me dis aussi, c'est que j'ai eu du bol quand même que ça se passe dans les années 80, parce que, imaginons que ça soit maintenant. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Romu? Bah, il sort son téléphone portable, il fait une petite vidéo et puis il la balance sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, au lieu que ça soit une classe qui se moque de moi, eh bien, c'est tout un lycée, même des gens que je connais pas. Et puis, bah voilà, c'est ce qui fait que il y a des adolescents qui se suicident. Bah, c'est arrivé il y a très peu de temps. Ça a un nom, ça s'appelle du cyberharcèlement. Donc surtout si vous entendez ce type d'événement, prenez ça très au sérieux, parce que pour les ados, c'est très très grave. Mais il y a une autre question qui vient en parallèle à ça, c'est Mark Zuckerberg, le grand Manitou de tous les réseaux sociaux, quasiment à part TikTok. Qu'est-ce qu'il fait en matière de prévention? Qu'est-ce qu'il fait en matière de protection pour les gamins? Bah rien. Rien. Si vos gamins, ils prennent le toboggan et ils se fracassent dans sa ligne d'eau, mais c'est pas son problème. C'est pas son problème, parce que lui, en fait, il fournit les tuyaux, il est pour rien, lui, c'est pas de sa faute. Et nous, les parents, on fait quoi? Bah, on mange des chamallows, hein, pour se calmer, pour se détendre. C'est totalement sidérant. Enfin, j'ai d'autant plus été sidéré quand j'ai appris que tous les gamins, donc dirigeants des GAFAM, avaient interdiction totale d'utiliser les écrans, les tablettes avant l'âge de 13 ans. Mais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour leurs gamins, c'est bon pour les nôtres. Ouais. C'est assez moyen comme manière de voir les choses. Faire un petit coup d'eau quand même. Alors, la question suivante, c'est où est-ce qu'on atterrit qui sont ces fameuses GAFAM Alors, si vous écoutez France Inter vers 8h moins le quart le matin, voilà ce que pourrait dire Dominique Seux, grand chantre de l'économie libérale. Alors, les GAFAM sont des startups américaines, toutes issues d'Internet, dont la valorisation boursière dépasse le milliard de dollars, avec un potentiel de croissance illimité. Ce sont de magnifiques licornes, c'est des licornes, hein, c'est des animaux magiques. Bon, merci Dominique, tu peux retourner dans ta niche. Non, plus sérieusement, en fait, ces GAFAM sont des mastodontes. Ce sont des entreprises privées qui sont à la hauteur des États. La valorisation d'Apple, c'est 3000 milliards de dollars. Ça a peut-être même augmenté depuis que je me suis intéressé à la question. 3000 milliards de dollars, c'est sensiblement le même chiffre que le PIB de la France, sixième nation en termes d'économie. Donc c'est colossal. Ce sont des entreprises incroyablement puissantes. Et en fait, ces entreprises, non contentes d'être des mastodontes, elles ont toutes plus ou moins, là on l'a vu tout à l'heure sur les questions de téléphone portable, elles ont des monopoles. Donc en fait, elles n'ont pas de controverse, en fait. Elles sont toutes puissantes et elles sont à la tête d'un immense système d'exploitation. Alors, puisque moi ce que je vous propose, c'est qu'on enlève un petit peu l'écran avec lequel on se divertit et qu'on essaye de voir, de sortir la carte mère
pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le système d'exploitation des GAFAM. Et avant ça, je vais vous parler de ma mère. Non, non, rassurez-vous, je vais vous épargner ça. Non, en fait, ce que je vais juste vous dire sur ma mère, c'est qu'elle n'a jamais eu besoin d'insister pour que j'aille prendre des cours de natation. Et donc, j'arrive donc à ma deuxième leçon de natation, et donc ça va concerner la flottaison. C'est bien, vous suivez, hein, ça c'est cool. Alors, la flottaison, monsieur Guireux, alors, Pichou, la flottaison, c'est pas compliqué. Hein. On va d'abord aller dans le petit bassin. On va se mettre là où tu as plus trop pied. Et alors, la flottaison, c'est très simple. Il faut que tu fasses des 8 comme ça, tu vois. Tu fais des 8 avec les bras et des 8 avec les pieds. Vas-y voir. Eh bien oui, mais il faut que tu mettes... Voilà, très bien. Tu sens là l'appui aquadynamique? Eh bien c'est bien. Allez, vas-y, tu flottes, Pichoun. Bon, et bien puisque c'est ça, maintenant, on va dans le grand bain. Et t'inquiète pas, en cas de problème... Je te tends la perche, tu peux y aller. Donc là, bah, vous êtes en confiance, hein, vous avez bien appris la flottaison. Donc vous êtes dans le grand bain, et là vous avez Guiraud qui vous attend avec la perche. Alors, bon, bah, vous commencez à la flottaison, ça va à peu près bien. Et puis, subitement, il y a un très bon nageur qui passe à côté de vous, il vous envoie un grand paquet d'eau, et là vous commencez à boire la tasse. Donc là vous passez en mode panique, mais heureusement, il y a Guiraud qui vous attrape avec la perche. Alors, la question suivante qui va arriver avec nos téléphones portables, c'est déjà, il y a un constat à faire déjà, premièrement sur la question de la natation, c'est pour bien apprendre à flotter, il faut avoir confiance dans son maître nageur. Si votre maître nageur, vous n'avez pas confiance en lui, vous ne pourrez pas bien apprendre à flotter. Alors la question qui vient avec nos portables, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance dans les GAFAM? Parce que vu que c'est eux qui gèrent tous nos téléphones, ça sera intéressant de savoir si on peut avoir confiance. Est-ce que vous connaissez cette phrase qui dit « Quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». Ouais. Alors moi, j'avais jamais vraiment prêté attention, mais je me dis, ça doit vouloir dire quelque chose. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ouais. Alors, parce que Apple, Microsoft et Amazon vendent du matériel ou des services, mais il y a deux entreprises, je me demande quand même comment ils font pour gagner leur vie. C'est Google et Facebook. A priori, ils n'ont rien à vendre. Alors, j'essaie de comprendre ce qui avait de la valeur pour que ces entreprises, quand même, fassent partie des 10 plus grandes entreprises mondiales. En fait, ce qui vaut pour Google et Facebook, c'est toutes les informations qu'on laisse traîner derrière nous, un peu comme des déchets. Alors, premièrement, c'est nos données statiques, notre âge, notre sexe. Je cherche un bonnet pour aller à la piscine et subitement je vais voir apparaître des pubs pour des bonnets de piscine à longueur de temps. Alors ça, bon, ça c'est du connu, hein, tout le monde a pu constater ça. Alors ça c'est les données statiques. Mais il y a un truc aussi qui excite beaucoup les GAFAM, ce sont nos données dynamiques, c'est tout ce qu'on fait. Alors ça peut être nos opinions politiques, notre religion, est-ce qu'on fait partie... est-ce qu'on est actif? Est-ce qu'on anime un groupe de nageurs dans notre village? Alors ça les intéresse énormément. Et parce qu'ils vont pouvoir le monnayer, le vendre à des entreprises tierces qui elles-mêmes, par exemple Google va les vendre à Amazon. Amazon va les partager avec Microsoft, qui va les partager avec Apple. Et on voit bien qu'il y a un immense filet de solidarité qui se tisse autour de nous. Mais c'est totalement dingue. En fait, ce qui vaut pour ces entreprises, eh bien, tout simplement, ce sont nos données personnelles, c'est-à-dire notre vie privée. C'est ça le nouveau moteur du capitalisme du 21e siècle, c'est nos vies privées. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de souci, ils piochent dedans allègrement, et ça pose zéro problème. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez dingue de se dire ça, quoi. Alors, vous allez me dire tout de suite, oui, mais il n'y a pas de Monsieur Guiraud pour surveiller les GAFAM? Ah ben non, il n'y a pas de Monsieur Guiraud. Hein. Enfin, plus exactement, Monsieur Guiraud, il surveille les casiers pendant que les gamins font les cons sur le plongeoir. Hein. C'est à peu près ça l'image. Pour voir arriver le début de quelque chose en matière de législation liée à Internet, il faut attendre 2018.
puisque c'est là où va apparaître la RGPD, la Réglementation Générale de la Protection des Données. Alors, vous savez à quoi ça ressemble, hein, la RGPD, c'est le truc rouge où il y a marqué tout accepté en bas, parce que sinon vous ne pouvez pas... Donc en fait c'est du consentement forcé, c'est juste ça, parce que si vous commencez à dire à chaque fois, je veux dire, on s'en sort pas. Il n'y a pas vraiment de législation, on commence à entendre parler de choses ici ou là, mais globalement, moi, pour m'y être intéressé quand même, c'est un peu comme, vous savez, la question du dopage. C'est-à-dire que les sportifs ont toujours un temps d'avance sur la réglementation, bah là c'est à peu près pareil vis-à-vis des GAFAM et de la protection de notre vie privée. Voilà dans quel monde numérique nous avons été tous propulsés. Donc moi, ça m'amène à la troisième question, c'est la question de la propulsion. Et donc là, on va retrouver Monsieur Icaro. Bon, Pichou, la propulsion, donc maintenant que tu respires bien, que tu flottes bien, il faut que tu te déplaces. Alors, on va aller dans le grand bain, tu attrapes le bord et comme je t'ai expliqué, tu pousses très fort. Alors effectivement... Donc là, vous avez Monsieur Guiraud avec sa perche, et là, je suis dans le grand bain, et je pousse très très fort, mais je pousse beaucoup trop fort. Parce que je me retrouve très très loin de Guiraud, et là, je suis au milieu du grand bain, et je vois bien que je suis très très seul. Et des fois, avec mon portable, j'ai un peu la même sensation. C'est-à-dire que là, Monsieur Guiraud, il ne sert à rien, et j'ai eu cette sensation-là, notamment l'été dernier, parce que j'ai eu un petit souci avec mon téléphone. Mon fils est un fan inconditionnel de basket. Sauf que là, nous sommes au bord de la mer et il n'est pas question que Marcello passe son temps à regarder des vidéos de basket. Donc, je lui dis, écoute, tu vas t'amuser avec tes copains, tu fais ce que tu veux, mais là, pas d'écran au bord de la mer. Je vais me baigner et évidemment, quand je reviens, je retrouve mon fiston en train de regarder ses vidéos de basket favoris. Donc là, je m'agace. Je prends mon téléphone et je change le code d'ouverture de mon téléphone. Sauf que je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, ça vous est déjà arrivé aussi? Et donc, impossible de re-rentrer dans mon téléphone. Donc, je demande à ma compagne, est-ce que je peux t'emprunter ton téléphone? Et donc, j'appelle l'assistance technique de chez Apple. Et donc, la personne me dit, ah mais monsieur, moi, si vous avez changé votre code, moi, je peux rien pour vous. Ah, alors, mais moi j'ai toute ma vie dans mon téléphone, j'ai mes mails, ma musique, enfin tout mon travail. Et le gars me dit, alors pour faire un parallèle, si vous voulez, c'est un peu comme si vous allez à la piscine municipale, vous paumez votre bracelet de casier et vous allez demander à Guiraud, et là Guiraud il dit, non, tu rentres en quel but, hein, mon gars? En gros, c'est exactement ce que m'a dit, le type de chez Apple. Totalement. Alors je peux prouver mon identité, je peux prouver que le téléphone est à moi, mais parce que bêtement j'ai changé le code, je suis planté. Et donc j'ai jamais pu rouvrir mon téléphone portable, j'ai été obligé de le réinitialiser et de le remettre à zéro. Donc moi je trouve que c'est totalement abusif. Et là on voit bien qu'il y a deux manières de voir le monde. D'un côté vous avez un monsieur Guiraud qui vous apprend pas à pas, méthodiquement, chaque étape de la natation, et de l'autre vous avez les GAFAM qui font donc en vue de vous libérer, de vous émanciper, et de l'autre, bien vous allez avoir les GAFAM qui au fil du temps vont vous barder d'accessoires, de cookies, de tout un tas de machins pour faire en sorte que vous ne soyez absolument jamais autonome. Bon, alors tout ça c'est peut-être un peu abstrait, alors je vais m'équiper pour afin de rendre un peu tangible tout ce dont je vous ai parlé. Alors, donc en achetant mon téléphone, je me suis équipé d'une magnifique licorne, hein, on est d'accord? Ok. Ah, ça passe pas avec le micro, c'est bon. En fait, cette gentille licorne s'apparente plutôt, même si c'est pas très gentil pour les requins, à un bon gros prédateur, hein, d'accord? Et puis alors, les lois, la législation, tout ça, eh bien, elles s'en font allègrement un joli collier de nouilles. Voilà. On est pas mal là. Alors, heureusement que ça ne concerne que la sphère du numérique. Oh punaise. Ah non, mais évidemment, ils ont pris le pouvoir sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. Vous pensez bien qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin?
Ok. Alors ça, là, on va rentrer dans la partie interactive de cette conférence. Évidemment, ils ont pris le pouvoir dans la sphère numérique. Ils vont essayer de grignoter des parts dans notre espace réel. Bon, est-ce que vous pensez qu'on va arriver à se défendre? Non? Bon, allez, on va passer dans la part interactive. Ce que je vous propose, on va voir si on peut gagner la bataille. Vous pouvez faire passer une carte à chacun, s'il vous plaît. On va voir si on peut gagner la bataille sur notre espace réel face aux GAFAM. On va voir si on peut gagner la bataille. C'est bon, tout le monde a une carte? Bien. Alors on va commencer par le truc un peu light, pas trop méchant. Hein, on va commencer par les autres surfaces. Hein, on va pas directement aller là où il fait noir. Alors, qui a tiré la carte géolocalisée? Quelle chance vous avez? Alors, merci. La géolocalisation, en fait, bon, c'est le truc qu'on accepte plus ou moins sans le savoir. Mais notre géolocalisation, en fait, elle raconte beaucoup plus de choses que le simple endroit où on se situe. Hein, typiquement, est-ce que je vais à la piscine municipale le samedi après-midi ou est-ce que j'ai pris 5 fois l'avion pour aller jouer au golf à Dubaï? Est-ce que je fais mes courses plutôt en grande surface ou est-ce que... Et donc tout ça, c'est des informations qui sont extrêmement faciles à obtenir pour les GAFAM et donc elles vont pouvoir nous suivre à la trace et savoir à peu près toute notre vie, rien qu'en connaissant les endroits où nous sommes. Donc, je vous encourage fortement à surveiller comment vous êtes géolocalisé avec vos téléphones. Alors, qui a tiré alors, on est toujours dans les autres surfaces. Hein. Qui a tiré la carte connectée? Ah, quelle chance! Alors, connecté. Alors, tout est connecté. Hein. Je veux dire... nos imprimantes sont connectées, nos frigos sont connectés, nos voitures sont connectées, enfin je veux dire tout est connecté maintenant. En fait, alors ça pour les GAFAM c'est pareil, c'est extrêmement intéressant parce que en fait ça leur permet d'avoir toute une mine d'informations sur nous et de pouvoir donc potentiellement monnayer ces informations. Alors en ce qui concerne la connexion, j'ai à mon poignet cette magnifique montre Fitbit. Alors en fait, elle m'a été vendue, mais en fait c'est la même philosophie très souvent avec tous ces objets connectés pour surveiller ma santé. C'est-à-dire en gros, est-ce que je fais suffisamment d'exercice, est-ce que je dors suffisamment, et donc cette montre est censée vérifier que je fais bien tout ça. A priori c'est plutôt sympa. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que toutes ces infos en fait, elles vont être... alors Fitbit avant c'était une boîte... indépendante, maintenant ça a été racheté par Google. Et toutes ces infos, en fait, sont compilées, triées et évidemment analysées pour bien savoir si, par exemple, je fais partie d'une classe de gens qui potentiellement peuvent avoir des risques de santé. Donc, qui dit risque de santé dit médicaments, dit suivi. Donc, tout ça, c'est extrêmement intéressant. En France, c'est pas autorisé pour l'instant. C'est pas autorisé. Bon, en même temps, là, je sais pas si c'est effectif, je sais plus trop où ça en est. J'avais cru comprendre que la France avait quand même délégué à Microsoft tous nos comptes de sécurité sociale. Alors, je ne sais pas si vous avez des infos par rapport à ça. Donc, on peut se méfier un petit peu. Simplement, en plus, les questions de santé, je pense que c'est le truc qui est le plus intéressant dans le sens où, en fait, c'est un truc hyper personnel. C'est-à-dire que personne ne doit avoir accès à nos problèmes de santé. Imaginons, par exemple, que vous êtes à la recherche d'un emploi et que l'employeur sache, par hasard, si vous avez eu un gros pépin de santé. Et s'il y a un autre candidat qui n'a pas eu de problème, évidemment, il va prendre l'autre. Idem si vous cherchez une maison. Donc, en fait, ces données de santé, elles sont extrêmement sensible et extrêmement... il faut être très très attentif. D'ailleurs, la carte vitale, quand on donne notre carte vitale dans les pharmacies, il y a une pharmacie sur 2 qui balance aussi ces infos à des boîtes privées. Donc, ces données de santé, en fait, on fera bien de s'y intéresser un petit peu sérieusement. Bon, vous êtes prêts pour descendre dans les zones intermédiaires, là? Oula, je vous ai perdu, non, ça va? Alors, alors voilà, qui a tiré la carte dématérialisée?
Ah, voilà, vous êtes comme moi, vous êtes dématérialisé. Alors, dématérialisation, moi je suis musicien, mais je suis aussi intermittent du spectacle, donc je dépends de Pôle emploi. Pôle emploi, en fait, il y a 20 ans, j'avais un conseiller Pôle emploi que je pouvais aller voir. Vous pensez bien que depuis de nombreuses années, je n'ai plus aucun interlocuteur. Idem pour la Sécu, pour tout ce que vous pouvez imaginer. La CAF, c'est pareil. Alors, ce qui fait qu'il y a quelques années, j'ai eu un problème sur mon dossier. Et donc, mon dossier est resté sans réponse pendant 3 mois. Pendant 3 mois, Pôle emploi m'a dit débrouille-toi. Donc en fait, c'est très embêtant parce que on voit bien que cette dématérialisation, en fait, elle peut être vite problématique. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous êtes en bas de l'échelle sociale, et plus vous allez être confronté à cette dématérialisation. C'est-à-dire que quand vous êtes au RSA, vous allez avoir à peu près 30 à 40 fois à faire des démarches sur Internet pour justifier des dossiers auprès de la CAF, de Pôle emploi et tout ça. Alors que quand vous êtes CSP+, eh bien, vous n'allez avoir qu'à peut-être valider 1 à 2 fois par an, peut-être vos impôts ou je ne sais pas quoi. Donc on voit bien que cette dématérialisation, elle n'est pas du tout égalitaire. On estime qu'en France, il y a à peu près un quart de la population qui ne maîtrise pas bien les outils informatiques. Et donc ce quart de la population, alors là, ce n'est pas une question de niveau économique, hein, c'est tout niveau socio confondu. Et les personnes qui ne maîtrisent pas vont devenir des citoyens un petit peu de deuxième zone, puisqu'ils n'auront plus accès à tous ces services publics. Bien. Ah, qui a tiré la carte exploitée? Ah, il y a quand même... Ah, vous êtes la seule madame à être exploitée, on va être 2, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, exploité, moi j'estime qu'on est, par l'intermédiaire des GAFAM, totalement exploité. Totalement exploité à plusieurs niveaux. Déjà, les GAFAM ne payent quasiment pas d'impôts en France, sur le territoire français. Quand une entreprise du CAC 40 qui déjà fait pas mal d'optimisation est imposée à 28%, Facebook et compagnie se débrouillent pour n'être imposés qu'à hauteur de 3% de leurs bénéfices. Ce qui fait que Mounir Majoubi, un ancien député LRM, avait fait un rapport qui s'appelle les GAFAM, les hackers de la fiscalité. Donc vous pouvez le trouver sur Internet, et donc il disait qu'en moyenne, les GAFA devaient 1 milliard, 1,5 milliard à l'État français tous les ans. Quand on nous demande de travailler 2 ans et de plus, il y aurait peut-être moyen de récupérer un peu d'argent. Bref, petite parenthèse refermée. Donc en fait, ces GAFA nous exploitent déjà collectivement, puisqu'elles ne payent pas les impôts qu'elles devraient payer. Et puis moi j'estime qu'elles exploitent aussi quelque chose. Quand tout à l'heure je partageais avec vous que nos vies privées étaient la matière première de ces GAFAM, eh bien moi qu'est-ce qu'on fait quand on est sur Facebook en fait? C'est une vraie question. Est-ce qu'on est bénévole? Est-ce qu'on travaille? Hein, on n'a pas, en moyenne, un utilisateur de Facebook rapporte à peu près 60 € par an à Facebook. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Moi, je trouve qu'on est exploité. Bien. Alors, vous êtes prêts pour descendre là, tout en bas où il fait très très noir? Ok. Allez, alors qui a tiré la carte manipulée? Ah bah oui, voilà, c'est ça. Alors, manipulée... Ça m'amène à un scandale dont on n'a pas tellement entendu parler en France, c'est le scandale de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, en fait, c'est à l'origine de quand même 2 gros événements antidémocratiques de ces dernières années. Premièrement, l'élection d'un fou furieux à la mèche peroxydée aux États-Unis en la personne de Donald Trump. Et deuxièmement, le Brexit. Donc c'est quand même pas rien, c'est pas des petits machins. Et comment ça s'est passé cette histoire-là? Eh bien, Cambridge Analytica, en fait, a été employé pour cibler, via les réseaux sociaux, les gens qui, a priori, ne voteraient pas parce que découragés du vote ou indécis, et ont été ciblés pour voter en faveur de Donald Trump et en faveur du Brexit. Et donc il y a, via tout un processus assez complexe, en fait, eh bien, il y a 87 millions de profils qui ont été ciblés
par Cambridge Analytica. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'aller, parce qu'un vote démocratique, en fait, il bascule à pas beaucoup, je veux dire, il suffit de 2-3%, et hop, on fait passer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, les gens, en fait, voyaient arriver sur leur écran de téléphone ou sur leur écran d'ordinateur des messages très ciblés pour les inciter à voter pour Trump ou pour le Brexit. Et ça a marché. Et ça a marché, et moi, je trouve que là, on est quand même en face d'un truc très très grave. Très très grave, et d'ailleurs les États-Unis et l'Angleterre ne s'y sont pas trompés, puisque Mark Zuckerberg a été convoqué par le Sénat américain et par la Chambre des députés anglaise. Et qu'est-ce que fait Mark Zuckerberg? Eh bien, il fait comme avec nos gamins, il sort son joli joker et il dit, mais moi j'y suis pour rien. Moi, je fournis l'infrastructure, mais moi, si les gens ils font n'importe quoi, c'est pas de ma faute. Et il s'en sort. Mais c'est complètement dingue. Enfin, je veux dire, on parle quand même du fonctionnement démocratique de deux pays quand même majeurs, enfin, je veux dire, en plus assez emblématiques. Et donc, ça passe tout seul. Il repart avec son petit costard, une petite amende, et puis c'est reparti. Enfin, je veux dire, imaginez que Mark Zuckerberg, il fabrique des voitures. Enfin, je veux dire, on se met la tête dans un platane parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de notre voiture et, enfin, je veux dire, Renault, il ferme boutique direct. Mais quand c'est Mark Zuckerberg, ça marche super bien. Bon, déjà, j'étais un petit peu agacé et voilà à peu près jusqu'où j'ai réussi à aller par mes réflexions et mes lectures, mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui me manquait. Et un matin, j'écoute la radio et je tombe sur ce texte. J'entends à la radio Nina Bouraoui qui dit ce texte, qui a écrit ce texte. « Je préfère le désordre des humains à l'ordre des machines. J'ai peur de l'interchangeabilité des êtres, de ce que l'on ne peut saisir ni contrôler et qui pourtant sans cesse nous obsède. Rivés à nos écrans, aspirés par le tourbillon des images, des événements qui se succèdent et s'annulent dans un même mouvement, j'ai peur de la négation, de l'être soudain devenu invisible. » Et cette question d'être invisible, ça m'a interpellé parce que je me dis, mais ouais, mais on n'est pas en train de disparaître, nous, là, au fil du temps, derrière nos portables. Et puis ça me ramène à tous ces gens, vous savez, les livreurs de chez Uber, eux aussi, ils sont invisibles. Enfin, je veux dire, ils passent leur temps à recevoir des messages sur leur portable, ils viennent chez vous, vous les regardez à peine, ils vous filent votre pizza, puis en fait, vous ne savez pas vraiment qui ils sont. Et puis... La vraie réponse, le truc que j'avais pas pigé, je vais le trouver en lisant un livre d'une personne qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui a écrit L'âge du capitalisme de surveillance. Et cette question de la surveillance, j'avais pas bien compris ce que c'était. En fait, ce que dit Shoshana Zuboff, elle dit que nos cultures et de démocratie, donc on vient de le voir avec les questions de Cambridge Analytica, en fait sont en danger parce que les GAFAM s'en moquent complètement de ces questions-là, elles s'en foutent, ce qu'elles veulent c'est faire du business comme d'habitude. Et j'arrive donc à la dernière, là on est vraiment au fond du truc, hein. C'est cette question de la surveillance. Alors qui a tiré la carte surveillée? Ah voilà, bon. Alors bienvenue dans le crédit social chinois. Alors cette question de la surveillance, elle est assez cruciale parce que le crédit social chinois dont je viens de parler à l'instant, en fait c'est un petit peu la phase ultime de l'autocensure et de se surveiller les uns et les autres. Alors comment ça marche cette histoire-là? En Chine, tout le monde a un portable, il y a des caméras vidéo partout. Et donc, en fait, eh bien, on peut vous surveiller en permanence. Et donc, l'idée de Génie, c'est de dire aux gens, bah, écoutez, si vous vous comportez bien, si vous avez un bon comportement citoyen, vous allez avoir des bons points. Hein, c'est-à-dire, vous allez avoir votre crédit social va augmenter. Et si vous n'êtes pas sage, si vous ne traversez pas bien au passage clouté, eh bien, vous allez voir votre crédit social baisser. Alors, ça a des impacts très clairs, puisque si vous avez un bon crédit social, eh bien, vous allez avoir accès plus facilement à des rendez-vous dans les hôpitaux, vous allez pouvoir siéger à
votre mairie, conseil municipal, vous allez pouvoir avoir des billets plus facilement dans les transports en commun, et au contraire, si vous n'êtes pas un bon citoyen, eh bien, vous allez avoir votre crédit social qui va être mauvais, et donc vous allez devenir véritablement un citoyen de seconde zone. Mais derrière tout ça, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que en fait, les gens se surveillent et se fliquent les uns les autres, et en fait on va s'auto-censurer. Et ça me ramène à un passé assez récent, alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais ça me ramène un petit peu aux applications qu'on mettait sur notre téléphone lors de tous anti-Covid. Ouais, alors vous allez me dire, moi je ne l'ai pas mis. Moi j'avais. Alors il y a 2 situations où j'ai été obligé de le mettre. Parce que je vous ai dit, mon gamin fait du basket. Et je ne pouvais pas accéder au gymnase de mon fiston si je ne montrais pas mon passe sanitaire scanné par un autre parent. Je ne pouvais pas rentrer en fait. Et j'ai eu le même problème pour aller voir un copain qui était à l'hôpital. J'ai pas pu faire autrement que de mettre tous anti-Covid. Alors vous allez me dire, ouais. Là, tu exagères parce que tu compares 2 situations qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire d'un côté, effectivement, la Chine, qui n'est pas vraiment une démocratie, et la France, qui est quand même pas tout à fait au même niveau. Bah, moi, je crois qu'on a quand même intérêt à faire gaffe, parce que ça va assez vite, ça va très très vite. Voilà, je crois qu'on touche un petit peu le fond. Ce que je vous propose, c'est, puis j'en ai un peu marre d'avoir tous ces trucs autour de moi, là, j'ai un peu la loose. Alors, ce que je vous propose, je vais me débarrasser un peu de tout ça. Et puis je vais essayer de prendre le beau rôle des GAFAM et on va voir si, avec tout ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir défendre votre réel. Vous êtes prêts là? Alors ma licorne, je vais la laisser bien en évidence. Allez, alors, donc, vous êtes prêts hein? Ouais? Allez, qui a tiré la carte connectée? Oui, quelle hauteur vous avez madame? Le 3 de pique. Moi j'ai l'as. C'est moi qui vous connecte. Désolé. Allez, perdu. Allez, allez, vous pouvez les piques, vous pouvez les faire passer vers le devant de la scène parce que là, je pense que vous n'avez pas beaucoup de chance de résister. Allez, tous les piques, ouais. Qui a la carte manipulée? Ah, quelle hauteur, madame? Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Roi de quoi? Valet de quelle couleur? Valet de trèfle. Ah, c'est pas de bol, hein. Moi j'ai l'as. C'est moi qui vous manipule. Bon, allez, faites passer tous les trèfles. Bon, vous avez compris le principe. Hein. On va pas continuer. Je veux bien qu'on rapatrie les... La bataille est très très inégale. Très très inégale. Parce que malheureusement, on va avoir du mal à lutter contre ces GAFA. Ouais, je t'en remercie. Bon, de toute façon, je les récupérerai en fin de conférence. Alors, à ce stade de la conférence, on pourrait se dire, peut-être le mieux, si on voulait un petit peu se préserver de tout ça, le mieux serait-il de se débarrasser de nos téléphones portables. Hein, si on n'avait pas de téléphone. Bah oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un premier temps déjà pour, très facilement, pour essayer de sortir un petit peu des griffes des GAFAM? Baby shark tu du tu du tu du, baby shark tu du tu du tu, baby shark tu du tu du tu, baby shark. Alors, cette jolie chanson, en fait, c'est la vidéo YouTube la plus vue sur Internet puisqu'elle totalise à elle seule plus de 11 milliards de vues. Narcisse, un slammer, dit une chose très simple. Il dit le temps passé par les utilisateurs à regarder Baby Shark, si on avait pris tout ce temps-là, on aurait pu construire les pyramides de Khéops. Donc on voit bien que par rapport à ces téléphones portables et au temps consacré, eh bien en fait le temps est crucial. Moi je vous ai dit tout à l'heure, je passe 3h15 par jour sur mon téléphone. En 3h15, je pense que si j'avais consacré tout ce temps, en un mois je sais nager par exemple. 3h15 par jour, en un mois, je peux apprendre une nouvelle langue. 3h15 par jour, je peux voir tous mes potes pendant un mois, c'est génial. Ah ouais, donc le temps, en fait, c'est une notion qui... Mais alors effectivement, c'est pas du temps en bloc, c'est du temps discontinu. Vous savez, à une autre époque, on appelait ça le temps de cerveau disponible. Bah, ils ont réussi à prendre un petit peu tous ces moments de rien si précieux. Alors, à quoi on doit faire attention vraiment dans un premier temps? Tiens, je vais me débarrasser de mon Baby Shark là, toc.
En fait, il y a un truc auquel on doit faire attention, et là ça me ramène à mon activité d'enseignement, c'est tout ce qui concerne le secteur de l'éducation. Je pense qu'il y a un truc qu'on doit préserver absolument des GAFAM, c'est du e-learning, de tous ces machins là, dont on entend parler, c'est la transmission, comment en fait nos enfants apprennent. Donc là je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant parce que par exemple moi je donne des cours de piano et je vois arriver énormément d'injonctions pour faire entrer du numérique dans mon enseignement. Alors que je sais très bien enseigner le piano depuis 30 ans et je me suis toujours très bien débrouillé, mais on me dit oui mais tu devrais utiliser des Padlet, des machins, des trucs. En fait tout ça c'est une manière aussi de justifier mon travail. Alors que mes élèves se sont jamais plaints de mon travail. Donc je pense que l'enseignement doit vraiment faire attention, et je pense notamment à l'éducation nationale, à faire vraiment très attention à rester assez à distance de ces choses-là. Parce qu'une fois qu'on a mis les pieds dedans, c'est très difficile d'en sortir. Pendant le confinement, je passais en moyenne 8 heures par jour derrière un écran d'ordinateur pour faire des cours à distance. Bon, là c'était pendant la pandémie, mais j'ai pas très envie de faire ça autrement. D'ailleurs cette année, j'ai un élève qui s'est inscrit uniquement en visioconférence. Donc j'ai accepté de le faire travailler parce qu'il était avec un autre prof et il n'y avait personne, mais moi je ne souhaite pas enseigner le piano de cette manière-là. Et puis, il y a quelque chose qu'on doit préserver aussi d'extrêmement important, je pense, c'est et approfondir auprès de nos enfants, c'est notre histoire sociale. Parce que, tout à l'heure, je parlais de Nina Bouraoui et des êtres invisibles en ce qui concerne les livreurs de chez Uber. Mais savez-vous que pour être dans de telles conditions de travail, il faut revenir en 1804 ? 1804, c'est le contrat de louage. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens venaient avec leurs 2 bras et leur force de travail, et le patron leur disait « Ok, tu bosses ou tu bosses pas ». Et Uber, c'est exactement la même chose. Il faut attendre 1846 pour que ce contrat de louage soit purement et simplement interdit. Et puis, toute l'histoire du 19e siècle, c'est de faire reconnaître un lien de subordination entre la personne qui emploie quelqu'un et le salarié. Et ce qui fait qu'en 1910, on va arriver au Code du travail. 1936, les premiers congés payés. Et puis, 1945, la Sécu, la CAF, l'indemnité chômage, la retraite. Et ça, il faut effectivement faire très attention parce qu'on voit bien qu'en ce moment, ça tient un peu sur ces petites choses-là. Donc, il faut être vigilant. Il y a aussi un moment où j'ai été très content de savoir nager. Là, on revient un petit peu sur la natation, puisque il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai eu la chance d'aller aux Maldives. Alors, aux Maldives, déjà pour arriver sur un atoll des Maldives, il faut prendre à peu près 3 fois l'avion. Donc, écologiquement, c'est pas génial. Bon, moi j'étais invité, donc j'aurais peut-être pas dû y aller, mais bon, en tout cas, Mais alors, il y a un truc qui est génial quand vous êtes sur votre atoll. Bon, vous avez strictement rien à faire. Hein, et le seul truc que j'ai fait, c'est que j'avais embarqué mes palmes, un masque et un tuba. Et donc, ce qui est génial quand vous êtes sur votre atoll, l'eau est à 28 degrés, donc vous rentrez dans l'eau. Et dès que vous mettez la tête sous l'eau, vous êtes au milieu d'un aquarium géant. C'est simple, j'ai vu des poissons moi, que je voyais plutôt quand j'allais soit dans des muséums ou je sais pas où il y a des poissons exotiques. Bon bref. Donc vous nagez à peu près pendant 15-20 mètres, vous slalomez entre les coraux et puis au bout de 50 mètres vous arrivez dans ce qu'on appelle un tombant. Alors là c'est un truc bleu turquoise qui tombe complètement à pic. Alors là vous avez des murènes, des raies, des poulpes, enfin, tout ce que vous ne reverrez jamais. Et ce qui fait que quand vous êtes à cet endroit-là, là, vous remerciez véritablement M. Guiraud parce que l'augmentation du pouvoir d'agir, là, c'est génial, vous en prenez plein les mirettes. Vous savez plus où est le ciel, vous savez plus où est l'eau, enfin c'est complètement génial. Mais il y a un truc que j'avais pas pigé, moi, pendant que je m'éclatais avec mon masque et mon tuba, c'est que quand je rentrais à mon bungalow, c'est marrant, mon lit quand j'étais parti il était défait et quand je revenais il était tout fait tout nickel. Pareil mes serviettes étaient remises, impeccables et tout. Et en fait ce que j'avais pas fait gaffe c'est que les habitants des Maldives en fait eh bien, sont employés mais ils sont planqués par des palissades pour que vous, petits touristes, eh bien, vous puissiez passer des vacances super peinards
Voilà. Alors, ça me ramène aussi à nos écrans de téléphone portable parce que du travail bien planqué, il y en a aussi pas mal. Et là, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle. Alors, je vais sortir cette magnifique photo narcissique, hein, désolé. Alors, vous, humains, en un quart de millième de seconde, vous savez très bien que, bon voilà, en gros, je suis habillé pour aller à la piscine, voilà, c'est très simple, hein, d'accord ? Mais sauf que pour les ordinateurs et l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que un ordinateur, s'il voit quelqu'un avec un bonnet, il va se dire qu'il a froid, par exemple. Ou qu'il est myope, qu'il ne voit pas bien. Et puis, alors, l'expression du visage, alors c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que pour un ordinateur, là, il ne sait pas vraiment si je suis content, pas content, voilà. Donc en fait, pour que l'ordinateur, la machine, comprenne tous ces paramètres, il faut qu'il y ait des dizaines, des centaines de personnes qui cliquent sur des bonnets. Et d'ailleurs, on le fait tous, hein, vous avez remarqué, quand il faut vous cliquez sur les feux rouges, là, ou je sais pas quoi, en fait, vous bossez pour l'intelligence artificielle. Et donc en fait, on demande aux gens, à travers le monde, alors ce sont des gens avec des contrats, ils n'ont même pas de contrat, hein, ils sont payés au clic, à la tâche, hein, comme en 1804, de dire, bon bah oui, ça c'est bien un bonnet, ça c'est bien des lunettes de piscine, ça, voilà, donc ça c'est en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, ce qu'il faut retenir surtout, c'est du travail humain bien planqué. Bien planqué. Alors ce travail humain bien planqué, voilà quoi, c'est un petit peu... le travail, finalement, c'est un bon exemple, je trouve. Parce que on nous dit, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais on nous dit qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être supprimés par l'intelligence artificielle. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Les banques, dans la médecine, enfin dans plein de corps de métier, en fait, il y a du travail. Et là, récemment, c'est marrant, on nous a demandé de bosser 2 années de plus pour avoir la retraite. Mais moi, je fais un lien direct. Parce que, en fait, s'il n'y a plus personne qui bosse, forcément que les salariés vont devoir cotiser plus, puisqu'il y aura de moins en moins de gens employés. Donc cette question du travail, et en l'occurrence, les GAFAM qui sont derrière tout ça, est-ce qu'elles vont être imposées par rapport à cette question d'emploi planqué? Non, elles ne le seront pas. Donc en fait, on voit bien que là, on nous demande de faire des efforts, alors que directement, il y aurait des entreprises qui devraient être imposées pour la disparition. On voit très bien, par exemple, je veux dire un exemple très clair, quand vous allez dans un supermarché, on a supprimé les caissières. Est-ce que pour autant, ça a baissé le prix des produits dans les rayons? Non. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un truc qui ne matche pas entre cette histoire d'intelligence artificielle et le travail. Alors, la dernière question, c'est est-ce que nous, par hasard, on aurait aussi un joker? Je crois qu'on en a un, ouais. Et un très intéressant. C'est celui-là. L'intelligence collective. Alors cette intelligence collective qui pourrait peut-être faire en sorte qu'on connaisse la joie. Et cette joie dont parle Nietzsche, l'expression du pouvoir d'agir. Alors notre expression du pouvoir d'agir, certainement, elle ne pourra pas s'exercer derrière nos petits écrans de Facebook en disant j'aime, j'aime pas. Hein. Ça, il faut véritablement éteindre nos téléphones portables, se retrouver en vrai, c'est-à-dire ce qu'on fait ici, et puis décider ensemble de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire, et ça s'appelle l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est définir ensemble les valeurs qui nous portent pour essayer de les mettre en œuvre. C'est-à-dire, en gros, se donner un objectif très fort. Moi je crois qu'on est tout à fait capable de le faire. Donc un objectif fort, ça serait effectivement de demander, par exemple, à nos États de protéger nos vies privées. Il n'est absolument pas tolérable que les GAFAM puissent se servir à ce point dans nos vies privées. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des tentatives par rapport à ça. L'Europe essaye de mettre le Digital Market Act, c'est-à-dire en fait un espèce de garde-fou autour du marché, donc en fait limiter Amazon.
et un Digital Social Act qui est censé surveiller nos données et faire en sorte bien que ça ne soit pas open bar sur nos vies privées. Donc on pourrait espérer. Malheureusement, est-ce que ça va se faire? Moi, je crois qu'on a plutôt intérêt à se retrouver ensemble, tous en vrai, pour définir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Moi, ce que je veux pas faire de la natation dans un petit coin que me déterminent les GAFA. Moi, ce que je veux, c'est sortir de la piscine, posséder les murs de la piscine et puis ouvrir l'horizon à 360 degrés et nager en pleine mer. Moi, c'est ça que je n'ai pas envie de nager dans un petit coin. J'ai pas envie que mes gosses soient bloqués H24 derrière leur écran de portable. Donc, je crois que si on est capable de faire ça, eh bien, peut-être que l'expression de la joie, on connaîtra ça et on arrêtera de se démerder tout seul avec notre petit tournevis pour réparer nos écrans de téléphone portable. Alors c'est sûr qu'on voit Jeff Bezos et Elon Musk maintenant mettre sur pied des programmes spatiaux. Hein, je veux dire, un truc qui était quand même plutôt du domaine des États, voire même en Europe par exemple, Ariane, c'est plusieurs États, et bien c'est des boîtes privées qui maintenant sont capables de faire ça. Seulement pendant qu'ils s'envoient en l'air, eux ils sont tout seuls, hein. Mais nous, on est tous ensemble. Et si on fait marcher notre intelligence collective, eh bien peut-être que ces fameuses GAFAM, si on arrive à casser leur monopole, si on arrive à faire en sorte de les limiter, eh bien elles finiront comme nos anciens téléphones filaires, en mode avion. Alors on agit. Collectivement, merci beaucoup pour votre écoute.